Alors, bienvenue dans cette dernière partie du cours sur le changement d'état, les phases condensées et les gaz réels. Donc là, on va attaquer la dernière partie sur les changements d'état, en particulier un changement d'état particulier, celui de l'équilibre entre liquide et vapeur. On commence tout de suite par une définition. Qu'est-ce qu'on appelle vapeur sèche? Qu'est-ce qu'on appelle vapeur saturante ou vapeur humide? Donc, lorsque votre système est à l'état gazeux sans être diphasé, on parle de vapeur sèche. Donc, quand vous avez un état gazeux monophasé, on appelle ça vapeur sèche. Quand au contraire, vous avez déjà du liquide, là vous allez parler de vapeur humide. Et donc, par contre, vapeur saturante, donc l'état diphasé, avec équilibre avec le liquide, on appelle ça la vapeur saturante. Et il y a un état limite quand, donc ça c'est jusqu'à la limite où le liquide vient de disparaître ou va tout juste apparaître. Le liquide vient de disparaître. Souvent, on va plutôt prendre l'état inverse, c'est-à-dire on parle d'une vapeur sèche, on la comprime, mais à un moment elle devient saturante et puis vous compressez encore un tout petit peu et là ça commence à dégouliner parce que vous avez transformation de la vapeur en liquide. C'est le phénomène de Rosé en particulier qui apparaît quand vous aviez une atmosphère humide avec une certaine humidité et puis hop, tout d'un coup, la température baisse, vous passez au travers de la courbe de Rosé et il y a apparition de liquide avec un équilibre liquide-vapeur. Donc, on dit qu'il y a saturation si la phase vapeur et la phase liquide coexistent, même s'il y en a une quantité infime. Et c'est pour ça, on appelle ça aussi de l'autre côté le liquide saturant. C'est quand vous avez un liquide qui est à la limite de former des petites bulles. Alors, la pression de vapeur saturante va justement être la pression que va avoir cette vapeur quand elle est sous l'équilibre liquide-vapeur. Et à une température donnée, elle va avoir une valeur donnée. Donc la pression de vapeur saturante à T0, donc à une température T0, on note Psat de T0, la pression de la phase vapeur, donc phase vapeur saturante, lors de l'équilibre. Cette pression est unique puisqu'on a vu que sur les isothermes, sur les isothermes d'Andrews, vous aviez un plateau horizontal où la pression restait constante tant qu'il y avait du liquide ou de la vapeur, donc qui est les deux en même temps. Donc lors de l'équilibre. Alors, si on fait un petit dessin, donc dans le diagramme de Clapeyron, pression-volume, par exemple avec le volume massique ici, si je dessine ma courbe de saturation, comme ça, et que je dessine une isotherme d'Andrews, vous allez avoir un truc comme ça. Alors à noter que la courbe de saturation est quand même sacrément trompeuse parce que le volume du point critique c'est à peu près le double, le triple ou le quadruple du volume du liquide à température habituelle, au moins pour l'eau, alors que ici on a un volume qui est 1000 fois plus grand. Donc en règle générale, cet axe-là ne va pas être une échelle gentiment linéaire, sinon vous ne verriez pas une belle cloche comme ça, elle serait beaucoup plus pointue de ce côté-là et puis elle partirait vers la droite. Donc méfiez-vous des échelles. Quand on fait des dessins, c'est pour montrer en gros le comportement, mais parfois dans le détail, c'est beaucoup moins joli que ce qu'on a l'impression de voir là-dedans. Donc la pression de vapeur saturante pour l'isotherme à T0 qui est ici, ça va être la pression qui correspond à l'équilibre liquide-vapeur, donc celle-là,
Psat de T0. Là, vous avez la zone liquide plus vapeur. Là, vous avez la vapeur, notamment vapeur sèche. Ici, vous avez le point où la vapeur devient saturante. Là, vous avez de la vapeur saturante. Et puis là, vous avez la zone liquide avec le liquide saturant qui est à partir du moment où on traverse la courbe de saturation, du coup, qui porte bien son nom. Alors, vous voyez que au niveau de la pression, il est très clair de savoir, si on vous donne une information sur la pression et que vous connaissez la pression de vapeur saturante pour la température du système, il est très facile de savoir dans quel état se trouve votre système. Si vous êtes égal à la pression de vapeur saturante, alors vous avez un mélange de liquide et de vapeur. Il peut y avoir 100% de vapeur, 100% de liquide, mais il peut vraisemblablement y en avoir une partie de liquide et l'autre partie de vapeur en tout état de cause. Si la pression de vapeur saturante est inférieure à la pression de vapeur saturante, vous êtes dans cette zone-là, vous voyez que sur votre droite, toujours en étant à T0, sur votre courbe, vous êtes dans la section qui correspond à la vapeur sèche. C'est-à-dire que quand la pression n'a pas réussi à atteindre la pression de vapeur saturante, la vapeur peut rester sous forme de vapeur. Ils ne vont pas se dire on est trop serré, il va falloir qu'on se condense pour former un petit peu de liquide pour faire de la place. Donc on se retrouve dans cet état-là. Donc ça c'est à noter. Si la pression est inférieure à la pression de vapeur saturante, on est sous forme de vapeur. Le système est sous forme de vapeur. Et si c'est strictement inférieur, la vapeur elle est sèche. Si P est égal à la pression de vapeur saturante, alors vous avez un équilibre. Équilibre liquide-vapeur. Donc une partie du système est sous forme liquide, une partie est sous forme vapeur. Et même si on avait 100% sous forme liquide, on appelle encore ça l'état saturant parce qu'il suffit d'un tout petit déplacement, d'une toute petite décompression, une toute petite augmentation de volume pour que soudainement il y ait de l'évaporation. Dernière chose, si vous avez la pression qui est supérieure à la pression de vapeur saturante à T0, ça veut dire qu'on est dans cette zone-là, et les seules parties qui sont dans cette zone-là de la courbe d'Andrews, de l'isotherme d'Andrews, c'est la partie qui est uniquement dans le liquide. Donc vous vous retrouvez avec un système sous forme uniquement liquide. Donc la connaissance de la pression du système et de la pression de vapeur saturante à la température à laquelle on se place vous permet de déduire l'état du système, la composition du système. Est-ce qu'on est entièrement liquide? Est-ce qu'on est entièrement vapeur? Ou est-ce qu'on a un mélange des deux? Alors si on a un mélange, on ne peut pas avoir plus d'informations pour le moment, mais on va essayer justement de voir ce qui se passe avec le théorème des moments. Justement. Donc détermination du titre en vapeur, titre massique en vapeur, et en particulier énoncé du théorème des moments. Alors, j'en ai déjà parlé, mais c'est le moment de reparler du volume massique. Donc le volume massique, c'est le volume par unité de masse, c'est l'inverse de la masse volumique, ça on l'a déjà remarqué plusieurs fois, et donc ça se définit comme étant petit v, une quantité massique on le met sous forme de minuscule, c'est grand V, le volume, divisé par la masse, donc V c'est le volume du corps, ça c'est la masse du corps, et donc par définition, votre volume massique, c'est le rapport des deux, dans ce sens-là. Si vous prenez la masse divisée par le volume, vous avez la masse volumique, la masse par unité de volume, ρ qui est la masse volumique, c'est la masse divisée par le volume, c'est donc l'inverse du volume massique. Bon, donc ces informations-là vous permettent de trouver et de lire en fait ce diagramme.
Alors on va poser deux points particuliers, on va mettre L et G, alors la G pour gaz, parce que vapeur, si on est VV, ça va être difficile à lire. Donc L, c'est le liquide saturant, et donc VL, c'est le volume massique de votre liquide saturant, c'est-à-dire le volume occupé par 1 kg de votre liquide dans l'état saturant. Et G, c'est le point où on a la vapeur saturante qui va être associée à un volume massique VG pour votre système. Bon, et moi, ce que j'aimerais, c'est si je sais que je suis à un point M comme ça, quelque part entre les deux, j'aimerais savoir, la connaissance de ce point M pourrait me donner l'information sur la composition du système, enfin j'espère en tout cas. Et donc là vous avez VL, là vous avez VG, et puis là vous avez le volume massique de votre système, c'est-à-dire indépendamment de l'état de votre système, vous savez que vous l'avez coincé dans un volume par exemple de 10 litres avec un piston, qu'à l'intérieur vous avez 1 kg d'eau ou 2 kg d'eau, donc vous prenez un volume massique, 10 litres divisé par 2 kg, ça fait 5 litres par kilo de système, alors que même à l'intérieur vous ne savez pas combien est sous forme de vapeur, combien est sous forme de liquide. Hein, si vous avez 1 litre pour 1 kg, vous savez que tout va être sous forme de liquide. Si vous avez 1000 litres pour 1 kg, vous savez que c'est quasiment entièrement sous forme de gaz. Mais dans l'intermédiaire, vous vous doutez bien que 5 litres pour 1 kg, ça fait moins que si tout était sous forme de liquide. Donc il va y avoir un petit peu de gaz, mais comme le gaz ça prend beaucoup de place, le pourcentage de masse qui est sous forme de gaz va pas être très très important. Et c'est là qu'intervient le théorème des moments. Le théorème des moments va essayer de vous donner la quantité de gaz, le pourcentage de gaz qu'on a en masse, qu'on a à disposition. Alors ce théorème-là, j'aime pas trop moi son énoncé en termes de distance et en mesure directe sur le diagramme, même si ça peut être très utile. Je préfère une version un petit peu intuitive, donc vous pouvez regarder ici un lien vers le petite vidéo Un jour une notion sur comment faire une interpolation linéaire, parce que finalement c'est très fortement relié à ça, et puis vous pouvez essayer de vous poser la question, tiens, comment est-ce que je vais démontrer ça? Donc je vous l'énonce. Donc si je m'intéresse au titre massique en vapeur, alors, dans les énoncés, en règle générale, on appelle ça directement X. On devrait mieux mettre X indice V, mais bon, comme on utilise toujours le même, finalement, on va dire que c'est X. Ce titre massique en vapeur, il va être égal au volume massique du point M auquel je me place, moins le volume massique du liquide, divisé par le volume massique de la vapeur saturante à la même température, moins le volume massique du liquide. Et j'encadre ce bout-là, parce que c'est le bout qu'il va falloir retenir. Et puis, visuellement, vous pouvez vous dire que c'est la distance LM divisée par la distance LG. Si on regarde ici, vous voyez que c'est cette distance-là sur celle-là. Alors, naturellement, quand on regarde ce graphique, ça semble assez naturel. LM, quand M est d'autant plus proche de la phase de liquide saturant, il y a moins de vapeur. Et donc, si M est relié et directement confondu avec L, ce terme-là vaut 0, et puis j'ai 0% de vapeur. Au contraire, plus je m'approche du point G, qui est ici, plus je m'approche du point de vapeur saturante, plus il va y avoir de vapeur parce que j'occupe de plus en plus de volume. Ça veut dire que la zone occupée par du liquide qui en gros est de volume quasiment négligeable dans notre affaire est de plus en plus réduite et j'arrive à occuper un volume de plus en plus important jusqu'au volume de la vapeur saturante. Et puis si j'occupe un volume plus grand, la pression baisse puisque à cette température-là, je ne peux pas avoir la pression de vapeur saturante et donc je vais me retrouver avec un volume encore plus grand. Bon. Donc, dans cet esprit, on va essayer de démontrer ce théorème
en essayant de se ramener à des choses qu'on a introduites dans le chapitre précédent. Bon alors, démonstration. Ce qui va être important, c'est d'être capable de retrouver rapidement cette expression-là et pour autant de réussir à mesurer rapidement les choses et puis de savoir un peu d'où est-ce que ça sort, parce que ça permettra d'en déduire d'autres relations quand on fera intervenir l'enthalpie, l'entropie et les autres joyeusetés qui vont venir dans les chapitres T4 et T5. Donc, démonstration. La démonstration, elle est simple. J'ai un système dont le volume total est V. Mon système, je sais qu'il est diphasé, parce que sinon je ne poserai pas la question. J'ai mon point M qui est entre L et G, je suis forcément dans la zone d'équilibre. S'il est diphasé, son volume c'est quoi? C'est la somme du volume du liquide et du volume occupé par le gaz. Donc ça va être le volume du liquide plus volume occupé par le gaz, par la vapeur. Alors, par définition du volume et du volume massique, le volume c'est la masse totale de mon système multipliée par le volume massique à cet endroit-là, c'est-à-dire le volume massique au point M. Bon, le volume de liquide, je sais qu'à cette température-là, le liquide, il est ici, il a un certain volume massique. Par exemple, pour de l'eau à 4 degrés Celsius, c'est 1 litre par kilogramme. Donc, mon volume massique, il est ici, et je vais pouvoir l'utiliser parce que je suis à cette température. Vous voyez que si je change la température, je change d'isotherme, et en fait, mon liquide saturant va être légèrement à d'autres endroits. Là, ce qui est important, c'est que à cette température, il est là, et le liquide occupe donc la masse de liquide que multiplie le volume massique du liquide à cette température, c'est-à-dire VL. De la même manière pour le gaz, j'ai une certaine masse sous forme de gaz, et cette masse de gaz occupe un volume par unité de masse qui est Vg directement, donc je vais pouvoir l'écrire sous cette forme-là. Si maintenant je divise par M, j'ai Vm qui est égal à la masse de liquide divisé par la masse totale fois le volume massique du liquide, plus la masse de gaz sur la masse totale fois le volume massique du gaz. Or, mon titre massique en vapeur, mon X, c'est par définition la masse de gaz, la masse de vapeur divisée par la masse totale. Et puis vous avez que la masse de liquide, c'est la masse totale auquel j'ai soustrait la masse qui est sous forme de gaz. Donc finalement, si je divise par M, je me retrouve avec ce ml sur m qui vaut 1 moins mg sur m, c'est-à-dire x. Donc je me retrouve avec Vm qui vaut 1 moins x Vl plus x Vg. Et ça, si vous revenez à la petite vidéo sur l'interpolation linéaire, c'est exactement ce que j'ai donné comme interpolation intuitive. Si j'ai un pourcentage X de gaz, alors ça va participer pour X% dans la valeur du volume massique final, et le complémentaire va être donné par l'autre point, c'est-à-dire là en l'occurrence la phase liquide. Donc, voilà, alors maintenant c'est fini, puisque vous avez une équation dans laquelle x est la seule inconnue. Vous pouvez l'isoler. Vous voyez que là j'ai un VL que je peux passer de l'autre côté. C'est égal à x facteur de VG moins VL. Et donc votre x en divisant, c'est VM moins VL sur VG moins VL. Alors moyen mnémotechnique pour réussir à s'y retrouver avec ça. Vous voyez que je soustrais toujours la même chose. En l'occurrence, si j'ai envie d'avoir la fraction massique du gaz, il faut que je soustrais le volume massique du liquide. Pour bien que quand le volume massique qui m'intéresse est égal au volume massique du gaz, je me retrouve avec un truc divisé par la même chose.
donc pas de division par 0 en dessous, je suis obligé de faire la différence des deux points quelque part, donc je prends celle-ci. Si j'avais voulu avoir celle du liquide, ça aurait été Vm moins Vg sur Vl moins Vg, et j'aurais eu la même chose. J'aurais eu égal à 0 si Vm était égal à Vg, donc il y a 0% de liquide, tout est sous forme de gaz, et ça aurait été égal à 1 si Vm était égal à Vl dans ce cas-là. Donc là, vous pouvez retrouver votre théorème des moments directement avec ça. Alors, pour essayer d'illustrer ça, on va faire un petit exercice, c'est l'exercice 11 du TD-T2. Alors, je vous le donne l'énoncé à l'écran, mais globalement les choses à retenir, c'est que vous avez une masse de 200 grammes de fréon. Ce que c'est après, c'est pas forcément intéressant. Vous avez plusieurs volumes, alors on va les numéroter. Un volume de 5 litres, un volume de 10 litres et un volume de 15 litres dans lequel on va mettre cette masse de fréon, dans lequel le fréon est tout seul par rapport à dans le système. Une température T0 qui correspond à 0 degrés Celsius. On vous donne encore la pression de vapeur saturante à cette température T0 qui est de 3,1 bar. Et le volume massique du liquide, donc là il note ça VL, c'est 0,70 litres par kilo. Et le volume massique de la vapeur, donc là ils ont noté VV, ils n'ont pas peur, et c'est 55,4 litres par kilogramme. Donc à partir de ces informations, on vous demande de calculer la masse de vapeur dans chacune des configurations, savoir si vous avez toutes les 200 grammes qui sont sous forme de vapeur ou seulement une fraction, et du coup quelle est la masse d'eau correspondante. Donc pour faire ça, vous voyez que quand je suis ici, je sais que je vais avoir un mélange liquide-vapeur à condition que le volume massique soit entre les deux volumes massiques du liquide et de la vapeur saturante. Donc il suffit de calculer le volume massique pour chacune des trois systèmes. Donc si je calcule V1, alors avant bien sûr que je fasse la correction, vous mettez sur pause, essayez de le chercher pendant 5 minutes, faites les applications numériques et après revenez pour la correction. C'est bon, c'est fait? Alors on démarre. Donc le V1, ça va être V1 divisé par la masse. Si je divise par 0,2, ça revient à multiplier par 5. Donc le premier, j'ai du 25 litres par kilogramme. Le V2, donc c'est V2 divisé par la masse, ça me fait du 50 litres par kilogramme. Oui, puisque donc ça nous donne du 50. Et puis le troisième, V3, je vais être à 75 litres par kilogramme. Alors vous voyez que sur les trois valeurs données, il y en a deux qui sont entre les points L et G, puis il y en a une troisième qui est supérieure à VV ici, et donc à cet endroit-là. Donc là, vous avez un titre en vapeur qui va être égal à 1, vous avez en fait de la vapeur sèche qui est entièrement sous forme de... Enfin, le fréon est entièrement sous forme de vapeur, et donc vous avez une pression qui va être inférieure aux 3 bars qui sont donnés à cet endroit-là. Donc ça, c'est déjà une première caractéristique. Pour les deux autres, il va falloir réfléchir. On est quelque part entre les deux. On n'est pas inférieur à cette valeur-là, donc il n'y a pas tout qui est sous forme de liquide. Mais il suffit de prendre la valeur de x. Donc le x dans le cas 1, ça va être V1 moins ce qui note VL ici, divisé par le rapport entre tout sous forme de vapeur moins le VL. Bon, et alors là, vous voyez que ça fait 25 moins 0,7, donc 24,3 divisé par 55,4 moins 0,7, ça fait 54,7. 54,7, bon, et hop, ça fait à peu près 50%. Un peu moins de 50% de vapeur, donc un peu plus de 50% de liquide là-dedans. Si je regarde le X2,
Le X2, c'est V2 moins le volume massique du liquide divisé par VV moins le volume massique du liquide. Alors, on se retrouve avec du 49,3 divisé par le même 54,7. Là, par contre, on est par quasiment du 50 sur 55. Si on divise par 5, ça me fait 10 onzièmes, et 10 onzièmes, bah, ça fait plus que 9 dixièmes, donc ça fait supérieur à 90%. Donc il y a plus de 90% de votre système qui est sous forme de gaz, de vapeur, et moins de 10%, 9% je pense à peu près, qui doit être sous forme de liquide. Donc ça, c'est une application directe du théorème des moments. Alors, ce théorème des moments, si, attention, hein, marque, si, et c'est un gros si l'échelle horizontale est linéaire, alors on peut mesurer à la règle, on peut faire le rapport des distances mesurées à la règle. Sur le diagramme, donc là je vais le faire à l'œil, mais vous voyez que cette distance-là divisée par celle-là, bah, j'ai à peu près 60% de mon système sous forme de vapeur. Si j'ai toute la distance, j'ai 100%. Si j'en ai 0 et j'ai 0%, on retrouve bien sûr tout ça. Mais il faut quand même que votre échelle soit linéaire. Si l'échelle est linéaire, c'est pas le cas. Par contre, ce qui est toujours vrai, c'est celui-là. Ça, c'est tout le temps vrai. Il suffit de lire le volume massique correspondant à l'endroit où vous vous trouvez et ensuite de faire le rapport de ces différences-là, sachant que la plupart du temps, le volume massique du liquide, comme on l'a remarqué avec ces applications numériques-là, il est quasiment négligeable, et donc vous vous retrouvez avec quelque chose, sauf quand VM est très proche de VL, vous pouvez directement faire le rapport du volume massique, donc là par exemple du 25 litres par kilo, et avec le 55 litres par kilo, bah, ça me donnait à peu près 45% de vapeur, et ce qui n'est pas très éloigné de la valeur que j'obtiendrai à cet endroit-là. Donc ça me permet de l'avoir directement. Alors, une petite remarque, pourquoi est-ce qu'on appelle ça théorème des moments? Bah, tout simplement parce que si vous mettiez une pique à cet endroit-là, en imaginant que ça c'est une balance avec la gravité qui va par là, eh bien, c'est le centre de gravité de votre système, et vous savez que plus le centre de gravité est proche d'un point, plus il y a de masse sur ce point-là. Et donc, en fait, si vous calculez le moment, vraiment en termes de moment de la force de gravité correspondante, ben, vous avez le même rapport des distances que celui qu'on observe avec ça, ce qui vous permet d'obtenir la fraction de masse comparée à la masse totale qui est à droite plutôt que celle qui est à gauche. Plus il y en a sous forme de gaz, plus il faut que vous rapprochiez votre pointe de l'endroit où il y a la plus grosse masse. Donc c'est pour ça que ça s'appelle théorème des moments, parce qu'on peut se l'imaginer avec la balance à deux bras, et puis vous mettez votre pointe plus ou moins à droite jusqu'à ce qu'on ait quand même équilibre, comme quand je vous ai montré comment trouver le centre de gravité d'une canne par exemple facilement en utilisant vos deux doigts et en ayant à chaque fois à la fin où vous retombez pile sur l'endroit où il faut placer une pointe pour qu'il y ait équilibre de votre système. Voilà, donc ça c'était pour la petite application pour le théorème des moments direct. Et puis on va passer à une problématique importante qui est la problématique du stockage des fluides. Bon, intéressons-nous à présent à une application un peu particulière de ces diagrammes de Clapeyron concernant la problématique du stockage des fluides. Alors ça va être une partie un petit peu explosive avec une belle petite vidéo pour illustrer ça. Vous allez voir que la thermodynamique permet de faire des choses assez phénoménales dans ce cas-là. Bon alors,
On a deux cas à considérer. Alors, le premier, ça va être les corps purs pour lesquels la température critique est basse. Donc en gros, tous les gaz qui sont à température ambiante, le diazote, le dioxygène, l'hélium, l'hydrogène, etc. Donc tous les fluides usuels, tous les gaz usuels ont des températures critiques très inférieures à la température ambiante. Donc vous avez TC qui est inférieur, voire très inférieur à la température ambiante. Donc c'est pour les exemples le dihydrogène, l'hélium, le dioxygène, le diazote, etc. Et donc là, pour le stocker, c'est pas très compliqué. Vous avez deux choses. Soit vous stockez le fluide sous forme du gaz actuel. Donc stocker le gaz qui est en fait un fluide supercritique. Hein, on vit dans un fluide supercritique. L'oxygène, enfin l'air, c'est un fluide supercritique. Il a une température qui est bien plus élevée que sa température critique. Donc stocker le gaz supercritique dans des tubes fermés en acier, résistants, dans des tubes, des bouteilles de plongée par exemple, fermées en acier. Et donc avec de fortes pressions, sous pression élevée, donc par exemple pour les bouteilles de plongée, on arrive jusqu'à 200 bars, facile 200 bars de pression, donc il va falloir que votre bouteille tienne ça, mais techniquement, si la température augmente un petit peu ou diminue un peu, histoire si vous avez laissé votre bouteille sur la plage un petit peu longtemps au soleil, la température aura augmenté de 10 degrés, la pression aura augmenté, vous êtes passé de 300 Kelvin, disons, à 310 Kelvin. Donc on a quoi? On a 3% d'augmentation. On aura 3% d'augmentation de pression aussi, donc 6 bars de plus. On passe de 200 à 206 bars. Honnêtement, si ça tient 200 bars, ça tiendra 206 bars. En règle générale, c'est fait pour que les limites soient bien plus élevées, 300, 400 bars, mais qu'on ne les utilise pas à ce niveau-là. Et donc, on sera assez tranquille, ça ne risque pas de vous exploser à la figure. Donc ça, c'est pour le stockage sous forme fluide, sous forme gaz, pardon. Et si vous voulez le stocker sous forme de liquide, donc pour ça, déjà, il faut le refroidir. Hein. L'azote liquide, c'est 77 Kelvin pour pouvoir le refroidir, donc presque moins 200 degrés Celsius. Donc liquide qui est stocké dans un récipient ouvert pour qu'il puisse être en équilibre de pression et qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Donc il est dans un vase ouvert et puis quand vous vous baladez avec de l'azote liquide par exemple, ça se vaporise et donc vous avez de l'azote. C'est d'ailleurs comme ça que l'azote est dangereux en fait si vous manipulez de l'azote liquide. C'est pas parce que c'est toxique en tant que tel, hein, contrairement au CO2 par exemple, mais c'est si vous êtes dans une pièce et que vous renversez de l'azote liquide, il se vaporise, pouf, et il va chasser tout l'oxygène. La teneur en oxygène de la pièce mécaniquement va diminuer puisque la teneur en diazote va augmenter et sans oxygène, vous ne pouvez plus respirer. Donc si vous vous évanouissez dans cette pièce, le meilleur moyen c'est simplement de vous sortir de la pièce, de vous aérer et comme ça après on est tranquille. Ceci dit, l'azote liquide c'est très bien, hein. J'ai déjà fait l'expérience, vous prenez un bol d'azote liquide, il faut que vous ayez un convertisseur d'azote liquide sous la main, vous mettez ça dans un saladier dans lequel vous avez mélangé du lait, un petit peu de vanille, des choses comme ça, et puis hop, vous versez l'azote liquide, vous mélangez en même temps et ça vous fait de la crème glacée directement, sans aucun souci et quasi instantanément, et après vous pouvez déguster votre crème glacée directement. Bon, donc le liquide est stocké dans un récipient ouvert de sorte qu'il puisse se vaporiser, puisse partiellement se vaporiser.
Et comme ça demande de l'énergie de vaporiser, bah, il va se vaporiser à un rythme qui est relativement lent, et donc vous pouvez garder de l'azote liquide pendant un certain temps avant qu'il se vaporise entièrement. Après, si vous augmentez la surface de contact, ça va faciliter les contacts, et donc vous aurez votre azote qui va se vaporiser de manière plus facile, et vous allez le perdre plus rapidement. Petite remarque au passage, il est tout à fait possible de plonger la main rapidement ou de se faire verser dessus rapidement de l'azote liquide sans vous faire brûler. Pourquoi? Bah parce que l'azote qui arrive sur votre main va se vaporiser au contact de votre main et va faire une couche d'isolation qui va empêcher, c'est l'effet de Leidenfrost, qui marche aussi pour l'eau dans les poêles chaudes, et qui va limiter en fait les contacts. Et donc tant que l'azote se met pas dans un pli de peau ou dans un pli de votre pull ou n'importe quoi, a priori vous ne risquez pas grand chose. Maintenant c'est quand même pas une expérience que je vous conseille de faire tous les jours. Un petit peu comme passer votre doigt dans une flamme. Si vous passez rapidement, il se passe rien. Si vous laissez le doigt dans la flamme, elle finit par s'enflammer. Si vous laissez la main dans l'azote liquide, elle finit par devenir toute froide, et puis vous avez des engelures et puis vous perdez votre main. Donc méfiez-vous. Mais sur un temps court, vous pouvez avoir quand même une isolation par cette petite couche de diazote qui se vaporise directement et qui vous permet de sauvegarder votre main. Bon. Alors ça c'était si la température critique est basse, mais si la température critique est élevée, c'est-à-dire que si vous stockez un fluide, il y a des chances d'avoir un équilibre entre le liquide et la vapeur. Donc vous avez la température critique qui est supérieure à la température ambiante. Alors là il va falloir faire un petit schéma. Par exemple, c'est le cas pour le butane, pour le propane, pour les gaz naturels, pour le pétrole. Donc on va essayer de regarder comment est-ce que on peut traiter ces choses-là. On a notre belle courbe de saturation comme ça. Et on va considérer les problèmes si jamais on met ça dans un vase clos, complètement clos. Votre but est de stocker un liquide dans le but de le transporter vraisemblablement, par exemple dans un supertanker pour balader votre pétrole d'un point à l'autre du globe. Et pour ce faire, vous devez essayer qu'il prenne le moins de place possible. Si vous avez des gros trucs à trimballer, c'est plus difficile que des petits trucs. Donc il faut qu'il soit le plus dense possible. Donc, on pourrait se dire on va se mettre sous forme entièrement de liquide. Donc si on fait ça, c'est-à-dire si on met un liquide et puis on le ferme, mais alors vraiment juste que ce soit à ras-bord, que tout le volume soit occupé par le liquide, alors vous êtes dans la situation où à une température donnée, vous êtes en liquide saturant. Vous avez mis tout sous forme de liquide. Mais je vous rappelle que si je dessine une petite isotherme, j'ai un machin qui monte quasiment à la verticale, ensuite qui est horizontal, et puis qui fait ça. Ça, c'est mon isotherme, à une température T1. Imaginons que vous trimballiez ça sur un train, par exemple, et que vous arrêtez, le train s'arrête, il reste en plein soleil. La température augmente. Si la température augmente, vous passez de cette isotherme à celle-là, par exemple. Une grande augmentation de température. Si on passe à celle-là, bon, vous avez fermé votre système. Vous imposez donc le volume. On va supposer qu'il n'y a pas de dilatation, il y a un petit peu de dilatation de votre récipient, mais on va négliger ça en première, ça va vous aider, enfin, ça va vous aider un peu, mais ça ne va pas vous sauver. Donc, supposons que votre volume soit fixe. La température augmente, vous êtes sous forme de liquide, vous devez sauter sur la deuxième isotherme, donc vous baladez, pour sauter sur la deuxième isotherme, vous voyez que la pression, elle augmente beaucoup.
beaucoup plus que si vous aviez stocké votre truc sous forme de gaz. Donc là, il y a une petite augmentation de pression, mais globalement, votre support en acier va réussir à tenir la charge. Là, vous pouvez avoir une multiplication de la pression d'un facteur 2, d'un facteur 3, rapidement, facilement, et donc procéder à un problème explosif, puisque à ce moment-là, vous allez avoir un système qui ne va pas réussir, ou le fait d'être collé aux parois fait qu'une petite augmentation, revient à une petite dilatation de votre fluide à l'intérieur, va éclater les parois et réussir à faire exploser votre fluide. Et quand vous avez une bouteille de butane qui explose comme ça, stockée sous forme de liquide, c'est pas une bonne idée. Alors on peut se dire, du coup, on va prendre un mélange. Un mélange avec garder suffisamment de liquide, suffisamment de vapeur, pardon, et se mettre ici par exemple. Donc j'ai pas entièrement, j'ai rempli ma bouteille de butane jusque là, mais je laisse une petite zone avec du gaz en me disant, bah si la température augmente, le liquide prend légèrement plus de place, mais le gaz, lui, va pouvoir se comprimer un peu, ça augmente un peu la pression du gaz, mais finalement, ça ne posera pas de souci. Effectivement, quand vous êtes là et vous passez à la deuxième température, ça arrive ici. Il y a une petite augmentation de pression, en règle générale, on va réussir à tenir. Mais supposez qu'on reste au soleil, puis là, maintenant, ça tape. On continue à monter, doucement, tranquillement, et puis il y a un moment où on se retrouve ici. Et quand on se retrouve ici, vous êtes 100% de liquide. Et là maintenant, une petite augmentation de température va induire une grande augmentation de pression. Donc le fait d'avoir laissé un petit peu de gaz, ça vous permet d'être sûr, enfin de gagner un petit peu de temps, mais quand même, ça peut finir par exploser. Donc là, à noter dans les problèmes, si on est en liquide saturant, et on impose un volume constant du fait du récipient, une petite augmentation de la température vous impose une grosse augmentation de pression. Et donc, tout d'un coup, rapidement, vous avez une très forte augmentation de pression. Si le volume est inférieur au volume critique, mais supérieur au volume de liquide, et que T augmente, alors P augmente et le gaz se condense au fur et à mesure en liquide. Résultat, retour au cas précédent. Et donc, on a de nouveau un problème. Là, vous avez le point critique et le volume critique qui correspond à la masse de corps pur que vous avez pris dans votre système. Vous voyez que, à mesure que je suis là, si j'applique mon théorème des moments, ben, je me rapproche de la partie gauche de ma courbe de saturation. Donc, je me rapproche des 100% de liquide. Et une fois qu'on est entièrement sous forme de liquide, ça pète. Et ça, c'est exactement ce qui est utilisé dans les dispositifs mécaniques, physiques de détection d'incendie. Vous avez une petite ampoule qui est remplie, donc utilisation, détection d'incendie. Vous prenez une ampoule de verre, vous mettez de l'éthanol à l'intérieur. Et donc, dans votre ampoule de verre, à température ambiante, vous avez de l'éthanol liquide ici, et puis de l'éthanol vapeur au-dessus. Et si T augmente, au fur et à mesure, il y a de moins en moins d'éthanol vapeur. Et quand il y a tout qui est pris, l'ampoule de verre, elle est faite de sorte qu'elle ne résiste pas tellement à la pression. Et petite augmentation de pression, là, ça ne lui pose pas de souci. Mais quand la pression est multipliée par 2, paf,
ça claque. À partir du moment où elle claque, vous avez un connecteur qui se met en place et puis les sprinklers se mettent en route. Vous savez, vous arrosez tout le bâtiment, comme dans les films américains, à chaque fois qu'ils présentent un petit briquet sur un détecteur à incendie. Donc ça, c'est un détecteur qui détecte l'augmentation de température. Ça tape aux alentours de 70 degrés Celsius. Ben en fait, s'il fait 70 degrés Celsius au niveau du plafond, c'est qu'en bas, il fait beaucoup plus chaud et qu'il est bien temps effectivement que le détecteur à incendie se mette en route. Donc c'est pas un détecteur de fumée, mais c'est un détecteur physique pour détecter une élévation de température locale dans votre système. Donc pas à mettre à côté d'un ordinateur qui lui va chauffer à 70 degrés, mais c'est normalement assez usuel. Alors ça, c'est si le volume est inférieur au volume critique, et si jamais le volume est supérieur au volume critique, là on a un phénomène intéressant et différent. À mesure qu'on monte, la pression augmente, ça quand même, mais il y a de plus en plus de votre liquide qui se vaporise, puisqu'on se rapproche de la partie droite. Plus exactement, la partie gauche se rapproche, la partie droite aussi, mais la partie droite se rapproche plus vite, et donc, relativement parlant, on va être plus proche de la partie droite que la partie gauche. Donc, on aura de plus en plus de vapeur. Le liquide se vaporise, et on finit avec un liquide entièrement vaporisé, et donc il n'y a plus trop de problèmes, puisque un gaz, si la température augmente, il se dilate un petit peu, la pression augmente un petit peu, mais pas trop, pas d'un facteur 2, parce qu'il faudrait augmenter la température d'un facteur 2. Si vous avez augmenté la température d'un facteur 2, vous avez généralement d'autres soucis à vous faire, donc ça va pas poser de soucis. Ici, donc le liquide se vaporise, pas de problème particulier. Pas de problème particulier. Une fois que tout est en vapeur. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va se passer, c'est ce qui peut se passer dans votre système si vous stockez votre corps pur dans un endroit clos. Donc il faut, les gens qui transportent du pétrole ou du gaz sous forme liquide, du butane, du propane sous forme liquide, ils font attention à ce qu'ils aient quand même un volume qui soit supérieur au volume critique, histoire de pas avoir, si jamais la température augmente un peu trop, pas que tout d'un coup ça vous pète à la figure dès que vous dépassez, parce que c'est vraiment c'est quasiment au degré près où tout d'un coup la pression va très très fortement augmenter et où ça risque de claquer d'un coup. Un petit peu comme dans les films catastrophes de Hollywood, vous tirez dans le réservoir de la voiture et puis la voiture explose entièrement. Donc ça, c'est un petit peu romancé, mais il y a des phénomènes physiques qui peuvent s'approcher relativement bien de ce cas-là. Alors, il me reste encore à vous présenter qu'est-ce qui se passe si jamais, pour le petit film que je vous ai promis. Alors, donc, dans ce petit film, imaginez vous avez un wagon qui est rempli d'un pétrole quelconque. Donc on le balade, très bien, on arrive à bon port, donc là on vide toute la cargaison, et puis la personne qui a vidé la cargaison se dit je vais fermer le bouchon, parce que il ne faut pas que ça finisse dans l'air, il y a plein de vapeur encore de pétrole à l'intérieur, donc on va les laisser à l'intérieur, et puis il n'y a pas de souci. Sauf que, imaginez que c'est qu'au moment du déchargement, il fait très chaud, la température était élevée, et puis hop, on ferme le bouchon. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ça veut dire que comme on a enlevé le liquide, on est par là, on a enlevé le liquide, on a la température, donc on a un système avec plus que de la vapeur a priori de la vapeur saturante, et ou alors quasiment à cet endroit-là. Donc on n'a plus que du gaz pour une température donnée. Et là maintenant vient la nuit, le noir, le froid, la température baisse.
vous changez d'isotherme et puis il y a un moment où il y a liquéfaction de votre système et la pression chute à l'intérieur. Et ça chute à tel point que, pouf, vous avez votre système qui explose. Alors dans la vidéo, ils ont fait exprès, c'est-à-dire qu'ils l'ont fermé, ils ont arrosé la citerne avec de l'eau pour rapidement refroidir. Mais comme ces citernes sont faites pour tenir la pression vers l'extérieur et pas une dépression vers l'intérieur, vous savez que c'est l'air externe qui appuie sur la citerne et qui l'écrase un petit peu comme une canette. D'ailleurs, ces expériences avec les canettes, vous pouvez en trouver pas mal sur YouTube. Là, on peut en regarder une où vous avez votre canette, vous la chauffez, vous la mettez sur un système, une plaque de cuisson, vous mettez un petit peu d'eau à l'intérieur et à partir du moment où l'intérieur, vous voyez de la fumée, de la vapeur d'eau qui s'échappe, vous êtes sûr qu'à l'intérieur, il n'y a plus que de l'eau. Et vous prenez la canette, vous la retournez à l'envers dans de l'eau froide. Et là, de nouveau, vous avez que la pression extérieure va complètement écraser votre canette parce qu'à l'intérieur, comme ça s'est refroidi, à chaque fois que les molécules de vapeur d'eau se mettent en contact avec la canette conductrice et donc qui s'est violemment refroidie, elles se condensent, elles ne sont donc plus dans l'air, la pression chute drastiquement et vous obtenez quelque chose qui est complètement écrasé. Bon, alors il nous reste encore un morceau assez important qui est de traiter du cas où vous n'avez pas un corps pur. Finalement, c'est un cas qui se retrouve assez naturellement dans la vie de tous les jours. Quand vous renversez un verre d'eau sur la table, votre eau, vous n'êtes pas dans une atmosphère dans laquelle il n'y a que de la vapeur d'eau, et donc il va bien falloir réussir à trouver une explication à pourquoi est-ce que ce verre d'eau qu'on a renversé sur la table finit par s'évaporer, alors qu'a priori dans la pièce il ne fait pas 100 degrés Celsius, et même, alors même qu'on est à pression atmosphérique. Donc, évaporation sous atmosphère inerte. Et notion de pression de vapeur saturante appliquée à un corps qui n'est pas seul dans sa phase ou seul dans ses phases, notion de pression de vapeur saturante. Alors, déjà, le phénomène d'évaporation, qui est à distinguer du phénomène d'ébullition. Donc l'évaporation, c'est quoi? C'est quand vous mettez du liquide sur un support. Donc quand vous mettez un liquide sur un support, il va y avoir les petites molécules d'eau qui sont comme ça à la surface, à l'interface entre les deux, vont avoir tendance à se taper les unes des autres, et de temps en temps, quand il y en a un qui est sur le bord, s'il se prend un coup, hop, il va partir par là. Et puis vous avez les petites molécules de vapeur d'eau qui se retrouvent dans l'air, qui de temps en temps aussi vont pouvoir rentrer et s'engluer dans l'ensemble, donc pousse le système et se rajoute à votre système. Donc il y a une sorte d'équilibre dynamique qui va s'instaurer entre les molécules qui sortent parce qu'elles se sont pris un coup, elles étaient près du précipice et donc elles tombent et elles s'en vont, et puis celles qui arrivent parce que elles allaient dans l'air tranquillement, enfin dans le reste de la pièce sous forme de gaz, et elles s'engluent dans le liquide qui est à disposition. S'il y a plus de molécules qui partent qu'il y en a qui rentrent, à ce moment-là, vous allez avoir un phénomène d'évaporation. Donc évaporation, s'il y a plus de molécules qui partent que celles qui arrivent.
Et ça, ça va dépendre de la quantité de molécules d'eau que vous avez dans votre air. Donc l'évaporation sera plus ou moins rapide selon cette quantité. Si vous renversez un verre dans une pièce qui est totalement sèche, qui n'est pas du tout humide, ça va s'évaporer très vite. Si vous faites la même chose dans votre salle de bain, il y a fort à parier que ça va rester, du moins juste après la douche, ça va rester pendant un certain temps si vous n'avez pas ouvert la fenêtre. Si vous ouvrez la fenêtre, il y a de bonnes chances que ça puisse s'évaporer. Et ce n'est pas l'air qui emporte l'eau à l'extérieur, même si une partie est vraie, mais ça va permettre d'avoir une humidité globale dans votre système qui va être plus faible. Et là, dans la pièce, on n'atteint jamais les 100 degrés. Quand vous avez une flaque dans la cour de Kléber, elle finit par disparaître après plusieurs jours de beau temps, mais pas du tout parce que la température de l'asphalte est montée à 100 degrés et puis il y a eu ébullition et disparition de votre flaque. Non, c'est le phénomène d'évaporation, c'est parce qu'il fait relativement sec autour et donc il n'y a pas assez de molécules d'eau dans l'air pour rentrer et se rajouter au liquide comparé à celles qui partent du fait de l'agitation. Bien sûr, plus l'agitation est importante, plus la température est importante, plus ce phénomène sera rapide parce que il y aura beaucoup plus de molécules qui vont pouvoir être poussées au travers de la rambarde et partir plus loin. Donc c'est important d'avoir à l'idée cette image que l'évaporation, c'est vraiment un équilibre entre les molécules qui arrivent à s'échapper du liquide et celles qui vont retourner s'y engluer. Plus vous avez de molécules dans l'air, de molécules de vapeur d'eau dans l'air, plus il y a de chances que vous arriviez à vous engluer et donc à limiter le fait que vous ayez des molécules qui, à l'inverse, partent de votre liquide. Donc ça, c'est important d'avoir cette image pour le phénomène d'évaporation. Alors, on peut définir ce qu'on appelle le degré hygrométrique. On verra des exercices dans les TD sur le degré hygrométrique. Alors rassurez-vous, c'est pas compliqué. Donc c'est ce qu'on appelle aussi l'humidité relative. Et donc cette humidité relative, donc cette humidité relative, ça correspond au pourcentage d'eau dans l'air par rapport à la pression de vapeur saturante. Donc c'est en fait la pression de cette humidité relative. Alors selon les notations, on peut le noter petit h, petit d pour degré hygrométrique. Enfin c'est pas vraiment arrêté, pas forcément. Ça dépend. Vous allez juste à prendre en fonction des énoncés. Donc on prend la pression partielle de l'eau dans l'atmosphère et on divise par la pression de vapeur saturante à la température à laquelle on se place. Et ça, ce degré hygrométrique, quand vous atteignez 100%, c'est le moment où apparaît la rosée, c'est le moment où apparaît de l'eau qui se condense sur les vitres par exemple, c'est parce que vous êtes à 100% d'humidité et si vous rajoutez de l'eau, il y a tellement de molécules d'eau que quand elles se rencontrent, elles finissent par se dire tiens, on va se faire du liquide, on va former un liquide et puis comme ça on sera tranquille dans notre coin tout ensemble et donc il y a une partie qui finit par former ce liquide et l'autre partie peut rester gentiment dans l'atmosphère, mais elle ne peut pas dépasser la pression de vapeur saturante à cet endroit-là. Donc remarque, le phénomène de rosée, la rosée, c'est quand justement vous êtes, par exemple en extérieur, il y a une certaine quantité d'eau, une certaine pression de vapeur, une certaine pression partielle en eau là où vous êtes. La température baisse. Si la température baisse, la pression de vapeur saturante baisse, donc ça veut dire qu'on peut accueillir moins de molécules d'eau dans l'atmosphère tout en restant sous forme vapeur. Et vous avez que à ce moment-là, quand le degré hygrométrique atteint 100%, formation, donc la rosée, c'est H qui atteint 100% par baisse de la température et donc baisse de la pression de vapeur saturante. Et donc il y a formation de gouttelettes
qui se déposent généralement sur des zones de nucléation qui facilitent cette formation, qui facilitent ce rassemblement des molécules d'eau. Alors pour illustrer ce cours sur l'humidité, je vous emmène dans la salle de bain après une douche et comme vous voyez, il y a pas mal de buée un petit peu partout sur les vitres et sur le miroir. Donc on va essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Comme la douche a mis en circulation plein d'eau, qu'elle était chaude, il y a eu une partie d'évaporation, donc pas mal de gouttelettes et de vapeur d'eau en suspension. On va voir quels sont les phénomènes qu'on observe. Alors premier phénomène, effectivement, c'est la buée que vous avez sur les vitres. Donc ça, normalement, vous connaissez bien. Donc hop, on peut faire des petits dessins dessus. C'est en fait les gouttelettes d'eau qui, au contact avec la vitre froide, avec la glace froide, se condensent et forment des petites gouttes. Alors généralement, ça pose des soucis pour essayer de vous revoir. Donc on va essayer de trouver un moyen pour pallier ce problème. Donc le moyen le plus simple que vous ayez, c'est de prendre un sèche-cheveux. Donc on branche le sèche-cheveux. Parce qu'il ne faut jamais laisser un sèche-cheveux branché. Donc vous avez ici le sèche-cheveux. Je vais le mettre sur chaud. Et puis, regardez voir ce qui va se passer quand on met le sèche-cheveux sur la vitre. Comme vous le voyez, il y a apparition, ou plutôt disparition des gouttelettes de buée, parce que localement on va souffler cette eau, premièrement, et puis réchauffer la vitre, donc avoir une température, une pression de vapeur saturante localement qui peut être plus importante. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça marche aussi simplement en soufflant, puisque en enlevant les gouttelettes et en essayant de rebasculer sur l'ensemble de votre pièce, est-ce que on serait capable d'obtenir le même résultat? Donc là, je vais prendre le sèche-cheveux, je vais le mettre sur froid et puis de la même manière essayer à un autre endroit, voir si ça fonctionne à peu près le même temps. Alors effectivement, ça fonctionne aussi. Donc en fait, l'augmentation de température permet d'améliorer les choses, mais finalement, c'est pas le seul phénomène en jeu. Vous voyez que on est capable d'obtenir le même résultat simplement avec un flux d'air. Le flux d'air qui va prendre les molécules, les enlever, et donc localement la pression de vapeur saturante, enfin la pression partielle en eau va être plus faible que la pression de vapeur saturante, et donc obtenir quelque chose qui permet de se voir au travers du miroir. Alors, bien entendu, ici vous avez un miroir dont la surface est beaucoup plus importante et qui a été nettoyé par rapport à celui-ci, mais le phénomène est le même. Donc en chauffant, on obtient un résultat plus pérenne d'ailleurs, parce que ça ne se reforme pas, alors que ici le trou est en train de se refermer, mais aussi mais quand même simplement faire un flux d'air peut suffire, et donc se sécher les cheveux. Il est possible de se sécher les cheveux simplement avec de l'air froid. C'est principalement l'air qui passe dans les cheveux et qui emporte l'humidité vers une autre zone qui va permettre l'évaporation successive, puisque l'eau qui est restée dans les cheveux va vouloir se repartir pour peupler l'air, pour réussir à retrouver cette pression de vapeur saturante à la température. Donc maintenant qu'on a vu une utilisation de ce degré hygrométrique dans la salle de bain, on parle parfois aussi d'humidité absolue, puisque le degré hygrométrique vous dit à partir de quand vous allez avoir formation de brouillard, mais bien sûr ça va dépendre en fait de la température ambiante de la pièce. Pour l'humidité absolue, en fait, donc parfois noté grand H, parfois il faut juste suivre les notations indiquées par l'énoncé, c'est la masse d'eau, généralement en grammes,
par mètre cube d'air. Donc vous allez avoir une humidité par exemple de 10 grammes par mètre cube. Ou alors, on peut aussi avoir la masse d'eau par kilogramme d'air sec. Alors c'est combien d'air qui correspondrait, du moins le nombre de moles d'air qui correspondrait à 1 kg, à 1 kg si jamais vous n'avez pas du tout d'eau à l'intérieur. Donc cette humidité absolue nous renseigne sur la quantité d'eau qu'il y a effectivement dans votre système, et en fonction de la température, pour une même humidité absolue, vous allez avoir potentiellement plusieurs degrés hygrométriques, donc plusieurs humidités relatives différentes. Quand la température baisse, généralement, le taux d'humidité augmente parce que la pression de vapeur saturante baisse, la pression partielle en eau, elle reste constante, donc ce rapport-là augmente. Et à partir du moment où vous atteignez les 100%, il y a le brouillard, vous avez les formations des petites gouttelettes en suspension dans l'air. Donc on va rapidement voir deux applications de cette évaporation sous atmosphère inerte. D'abord, vous avez la sudation, c'est-à-dire que votre fonctionnement à vous, quand vous faites du sport, vous avez des pores au niveau de la peau qui excrètent un petit peu d'eau, qui du coup se met sur l'ensemble de votre peau, et le fait de s'évaporer, le fait de partir dans l'atmosphère du fait de l'évaporation, ça va en fait coûter de l'énergie, et cette énergie c'est vous qui la donnez. Donc quand votre corps est trop chaud, il peut utiliser ce mécanisme pour se refroidir, puisqu'il va devoir perdre de l'énergie pour réussir à effectivement évaporer. Donc vous avez là les pores qui permettent l'évaporation, et donc vous avez une perte d'énergie au niveau du corps suite à l'évaporation. Et donc ça, c'est une chance qu'a notre corps pour fonctionner. Si vous regardez d'autres animaux, les chiens par exemple, ils n'ont pas cette possibilité-là. Et le seul endroit par lequel ils peuvent avoir une petite évaporation, c'est au niveau des coussinets et au niveau de la langue. Et donc c'est pour ça notamment que vous avez les chiens qui allaitent un maximum lorsqu'ils sont en train après un effort violent, histoire d'essayer de se rafraîchir un maximum en utilisant le caractère énergivore de cette évaporation au travers de la langue. Donc ça, c'est une première chose. Et puis vous avez la lyophilisation. Donc lyophilisation, c'est un procédé, vous resterez lire le détail, mais globalement, vous prenez des aliments, vous les congelez. Alors la congélation, c'est le fait de mettre à froid, et donc vous avez formation de plein de cristaux de glace. Et alors le problème de ces cristaux de glace, déjà, c'est que ça prend de la place, souvent ça casse les cellules aussi, et donc ça a tendance à abîmer les aliments que vous utilisez. Donc là, l'idée, c'est de les mettre rapidement à froid. Ensuite, vous mettez une atmosphère sous vide partiel, ce qui va vous faire sublimer la glace. Donc la glace disparaît, vous avez comme ça une élimination d'une grande partie de l'eau, et vous vous retrouvez avec des aliments qui ont été absolument, où l'eau semble avoir été sortie de votre système, et une fois que vous les remettez en présence d'eau pour les cuire par la suite, comme si vous prenez des haricots verts surgelés de cette manière ou lyophilisés de cette manière, vous allez pouvoir avoir des propriétés gustatives qui sont relativement proches de celles des produits frais. Bon, donc ça termine cet aspect sur l'humidité. Je vais encore vous présenter deux petites choses. La première, ça va être un graphique qui permet de lire en fait le graphique de l'atmosphère humide, qui permettra de lire des choses notamment dans les exercices. Et puis ensuite, vous allez aussi avoir un petit détail sur le diagramme PT combiné au diagramme PV. On va essayer de voir avec une représentation en 3 dimensions de la chose. Voici le diagramme de l'air humide qu'on peut obtenir. Alors, comme dans tous les diagrammes thermodynamiques, vous avez souvent énormément d'informations qui sont stockées là-dedans.
et donc il va falloir savoir les lire. Donc là par exemple vous avez l'enthalpie spécifique, ça on verra plus tard en kilojoules par kilo d'air sec, ça va être les lignes rouges. Vous avez en vert le volume spécifique, ce qui correspond au volume massique, hein. Là le terme spécifique c'est à chaque fois pour massique. Vous avez l'humidité relative en bleu, et puis sur ce côté vous avez l'humidité spécifique, c'est-à-dire l'humidité massique, c'est le nombre de kilogrammes d'eau par kilogramme d'air sec. Donc là par exemple 0,020, ça vous dit que vous avez 20 grammes d'eau par kilo d'air sec à l'intérieur. Bon alors qu'est-ce qu'on peut lire comme données intéressantes là-dedans, puisque vous avez la température et l'humidité. Là, vous pouvez voir, par exemple, si vous êtes à 20 grammes d'air sec, quand vous êtes à une température de 20 grammes d'eau par kilo d'air sec, quand vous êtes à une température de 55 degrés Celsius, ça correspond à une humidité relative de 20%. Si vous voulez une humidité relative de 50%, il faut aller là, c'est cette ligne-là, la ligne sur les 50. Je vais prendre l'intersection avec les 20 grammes d'air sec et hop, je regarde quelle est la température correspondante. Vous voyez que ici, je suis à 37 degrés Celsius. Si je veux avoir avec la même quantité absolue d'eau par kilo d'air sec, il faudrait que je me place à 37 degrés Celsius pour avoir du 50 degrés d'humidité relative. Et vous voyez que quand j'arrive à, alors là c'est 24 degrés Celsius, je suis à 100% d'humidité relative. Et si jamais je traverse cette ligne-là, ça veut dire qu'il y a formation de petites gouttes. Et donc, naturellement, en traversant, si je baisse la température, vous allez devoir suivre cette ligne, c'est-à-dire que la quantité maximale d'eau que vous êtes capable d'avoir par kilo d'air sec diminue du fait que la pression de vapeur saturante diminue. Donc, la pression partielle maximale d'eau que vous avez à disposition va être plus faible. Donc ça c'est un diagramme tel que vous devez pouvoir le lire. Par exemple si je reviens à mes 20 grammes par kilo et que je me place par exemple à 40 degrés Celsius, c'est-à-dire à peu près ici, voilà, je peux lire par exemple que mon volume spécifique est entre 0,92 et 0,91 mètres cubes par kilo. Et c'est ça qui me donne une information sur le mètre cube par kilo d'air sec, combien de mètres cubes, donc 0,92 mètres cubes par kilo d'air sec, c'est le volume massique correspondant, mais par kilo d'air sec, alors même que mon système est humide à une certaine quantité d'humidité à l'intérieur. Vous voyez que si j'augmente l'humidité, le volume massique va avoir tendance à augmenter puisque c'est par kilo d'air sec, et donc l'air sec, je rajoute des choses dedans, ça prend un petit peu plus de place en volume, mais j'ai toujours un espace délimité pour avoir un seul kilogramme d'air sec. Donc ce type d'information n'est pas trop compliqué à lire et vous devez pouvoir l'obtenir. Assez facilement, on verra au moins un exercice dans le TD qui permet d'illustrer cette chose. Alors, dernier diagramme qu'on va faire, on va voir comment est-ce qu'on peut combiner le diagramme pression-température avec le diagramme pression-volume pour avoir en fait un solide. Alors, je commence par regarder de ce côté-là. Là, vous avez le diagramme pression-température avec de ce côté-là le solide, les gaz qui sont à très basse pression ici, et puis quand on augmente la pression tout en restant à température importante, on aura les liquides. Vous avez les différentes couleurs ici qui sont les droites qui correspondent à des isothermes. De l'autre côté, vous avez le diagramme qu'on a eu l'habitude de regarder, qui est le diagramme de Clapeyron pour un mélange liquide-vapeur. Donc vous avez la courbe de saturation avec les isothermes d'Andrews, le fait que la pression est constante quand la température est constante et qu'il y a changement d'état. Quand on est au-delà toujours à cette température mais avec une pression plus basse que la pression de vapeur saturante, on est sous forme de vapeur. Et si la pression est plus haute, ça veut dire qu'on a réussi à tout mettre sous forme de liquide. En jaune, jaune-orangé, ici vous avez
l'isotherme critique, et puis là vous avez 2 isothermes au-delà de la température critique. Si jamais vous prenez une température plus basse, ben vous pouvez avoir un premier passage liquide, vapeur liquide, ensuite vous avez solidification du liquide et puis la pression qui peut encore augmenter. Si vous prenez encore plus bas, vous pouvez passer directement du solide au gaz et là vous avez le phénomène de sublimation. Donc si on regarde ça en 3D, vous obtenez des courbes qui ont cette tête-là, où vous restez sans avoir de rupture de pente ici quand vous êtes dans la catégorie du fluide hypercritique. Les isothermes, hein, vous voyez la rouge, l'orange et puis la jaune pour l'isotherme critique, correspondent à des zones avec des pentes qui varient certes, mais jamais de rupture claire de pente. Quand vous arrivez ici, ben là, vous avez une sorte d'épanchement de terrain, d'éboulement de terrain où vous avez une ligne de démarcation entre les deux avec un point anguleux à chaque fois ici. C'est votre courbe de saturation. Et cette courbe de saturation donc, se généralise avec la même chose pour l'interface entre liquide et solide, et puis ou l'interface entre solide et gaz directement. C'est le même type de chose. Nous, on a étudié que la partie haute qui se situe ici. Et quand on fait ça, vous voyez que cette ligne-là, ça correspond à ce qu'on appelle au point triple, et donc c'est ce qui correspond à la ligne triple, puisque vous pouvez changer le volume comme vous voulez, mais tant que vous êtes à cette pression et cette température, vous allez pouvoir avoir coexistence des 3 phases en même temps, le solide, le liquide et le gaz. Quand vous êtes dans cette zone-là, il n'y a que du solide et du liquide. Quand vous êtes dans cette zone-là, il y a du liquide et de la vapeur. Et quand vous êtes en dessous, c'est le solide et la vapeur. Quand vous êtes pile à la jonction des trois zones, vous pouvez avoir le solide et le gaz. Donc ça, je vous conseille de regarder la petite vidéo que je mets en lien tout à la fin et qui va correspondre à une visualisation de l'équilibre, enfin du point triple du CO2. Le reste de la vidéo est aussi intéressante si jamais vous n'avez pas encore regardé.